bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, très ravi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Une nouvelle équipe gouvernementale a été rendue publique au Congo-Brazzaville avec pour Premier ministre Anatole Koliné Makosso. C'est le tout premier gouvernement sous le 6e mandat à la tête du Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso, 78 ans d'âge et 38 ans déjà cumulés à la tête de la République du Congo. Qui est Anatole Koliné Makosso? Ses capacités à conduire une équipe gouvernementale, mais surtout à répondre aux attentes de la population congolaise déjà meurtrie par la misère. On en parle aujourd'hui avec Félix Bankunda Pelé, juriste politologue, constitutionnaliste. Bonjour Félix. Bonjour Monsieur Perrin. Alors à nouveau gouvernement au Congo-Brazzaville, le Premier ministre c'est bien Anatole Koliné Makosso, mais on se souviendra qu'avant la nomination d'Anatole Koliné Makosso, Clément Mwamba, donc l'ancien Premier ministre, parlait déjà d'un gouvernement de guerre. Est-ce qu'on peut penser que c'est ce gouvernement d'Anatole Koliné Makosso qui va incarner ce gouvernement de guerre? Merci pour la question, Monsieur Perrin. Tant en ce qui concerne ce qui a fait l'objet de notre précédente interview, notamment sur les élections, on s'attendait exactement à ce qui devait arriver. Donc, je pense que ça a été la grande surprise pour tout le monde d'entendre le nom du nouveau Premier ministre. Du coup, évidemment, on ne peut pas se poser la question de savoir, entre la situation, entre les urgences, les enjeux actuels du Congo et le profil de celui qui venait d'être nommé, effectivement, on ne peut pas ne pas manquer de parler en termes d'incongruité. Et là, nous retrouvons effectivement toutes les pathologies, toutes les faiblesses, effectivement, de notre régime politique. Rappelons quand même, M. Perrin, que M. Mwamba était économiste et que pendant tout son règne, il n'a pas réussi, pendant tout le mandat, il n'a pas réussi, effectivement, à accorder le Congo avec le Fonds monétaire international. Donc, si nous étions dans un pays où on essaie de faire, effectivement, le point des situations, on aurait pu dire carrément, et sans débat, échec total. Et donc, à partir de là, dans la logique des choses, on devait se dire qu'il faut trouver quelqu'un qui soit un peu plus compétent que M. Mwamba, je pense. Et c'est tout à fait le contraire. Personne ne peut dire un seul instant que le profil de M. Koliné Makosso répond aux enjeux et aux impératifs de leur personne. Et donc, je ne sais pas chez vous comment ça s'est passé, mais enfin, moi, j'ai reçu beaucoup d'appels des gens qui regardent le Congo et qui m'ont posé la question suivante. Dites-nous, qu'est-ce qui justifie la nomination de M. Koliné Makosso comme étant Premier ministre? Je vous avoue que j'étais d'abord embarrassé. Et finalement, je suis arrivé à la conclusion de laquelle c'est le choix, disons, de la proximité. C'est le choix de la fidélité, c'est en même temps le choix de quelqu'un qui doit répondre sans pouvoir discuter, autrement dit. Oui, mais Félix, s'il te plaît, est-ce que vous ne pensez pas que ce soit un choix conséquent en fonction des situations que traverse le pays aujourd'hui, notamment la crise multiforme est-ce qu'il y a un profil, défini pour un Premier ministre face à de telles situations? Je pense quand on essaie de regarder ce qui se passe ailleurs, que quand effectivement on est devant des enjeux, on est devant des urgences absolues, on essaie de voir, disons, une personnalité qui, en même temps qu'elle répond justement à ces enjeux-là, essaie effectivement d'y associer, disons, les autres paramètres de la société, notamment les enjeux sociaux. Quand, franchement, disons, j'ai lu la nomination, j'ai écouté la nomination, je me suis posé plusieurs questions. Évidemment, on a en tête effectivement ce que voient tous les Congolais, disons, le fait que c'est d'abord et avant tout un régime, disons, qui prend, disons, au premier abord, effectivement, les questions personnelles, c'est-à-dire donc, effectivement, je vais dire, disons, celui qui va répondre aux besoins personnels des gens, c'est-à-dire aux besoins personnels de ceux qui dirigent. On arrive à cette nomination. Enfin, je me suis dit, franchement, c'était difficile d'imaginer que dans des circonstances de l'heure, on choisisse uniquement, disons, la personne qui plaît, la personne qui, je vais dire, ne discute pas, la personne qui obéit. Mais enfin, je me suis rendu à l'évidence qu'il n'y a que ça. C'est d'abord et avant tout le choix d'un individu qui répond aux besoins, à l'ambition personnelle de celui qui a fait, disons, du Congo sa propriété. C'est là, effectivement, le choix de quelqu'un qui se dit, ben oui, après moi, qui?
c'est le choix, disons, d'un individu qui, je veux dire, vous permettez, disons, d'être un peu, pour une fois, disons, un peu vulgaire. C'est l'individu qui se fout, disons, de ses compatriotes, de leurs besoins, de leurs intérêts, de leurs préoccupations. En tout cas, c'est, je vais dire, disons, la conclusion que j'en ai tirée. Et donc, de ce point de vue, quand vous me posez la question de savoir, oui, est-ce que, non, très franchement, je ne suis pas sûr qu'il y ait un parmi, disons, je vais dire, les Congolais, en dehors effectivement des fanatiques, qui puissent dire que le profil de celui qui a été nommé répond effectivement aux préoccupations, disons, aux enjeux de l'heure. Voilà. Mais honnêtement, ça ne devait pas nous étonner, puisque nous parlons du Congo depuis longtemps. Qu'est-ce que l'on en sait? Tout ce que l'on sait et que l'on souligne, disons, depuis très longtemps, c'est qu'on fonctionne dans l'incongruité totale. Totale, absolue. Donc, du point de vue, disons, de l'observation, ça ne devait pas nous étonner. Autre élément qui peut permettre effectivement de comprendre, c'est se dire, mais enfin, nous savons que, je vais dire, disons, les problèmes du Congo, disons, sont recensés par tous les observateurs internationaux pour dire tel élément, tel élément. Et ces éléments, c'est quoi? Premièrement, quand on regarde, on se dit que, oui, permettez, disons, de répéter, c'est quand même, disons, un pays qui, je vais dire, disons, devient la propriété d'une famille, d'un groupe d'individus, c'est-à-dire donc qui est pillé en permanence et de façon décomplexée. Et que, justement, nous sommes à un moment où les gens sont en train de se dire, mais finalement, comment ça va se passer? Moi, je vous rappelle ceci, M. Perrin. Quand il a été élu dans son discours d'investiture, M. Sassou, disons, conformément, disons, à ses habitudes, a remis en scène la question, disons, de la rigueur, pour dire que, effectivement, disons, on ne laissera personne échapper, effectivement. Mais moi, ça m'étonnait, je tombais comme d'habitude de nuit, parce que moi, j'ai suivi le 3e congrès extraordinaire du l'UP, c'était, disons, en 1969, c'est-à-dire au moment où M. Sassou Nguesso a été investi pour la première fois. C'est-à-dire, donc, après qu'il ait renversé, donc, le général Joachim Yombi au Congo, il a fallu attendre le 3e congrès extraordinaire en juillet 1969 pour qu'il soit investi. Et je me rappelle une formule qu'il avait utilisée. Si quelqu'un détourne l'argent de l'État, personne ne le protégera. Et je vous en prie, il l'avait répété 3 fois, et je me rappelle encore comme hier, tous les membres du comité central qui se lèvent et qui acclament, disons, comme on dit là-bas, de façon prolongée pour dire, voilà ce que le discours qu'on attend. Et quand je le réentends, là, ça dit donc 79, donc, disons, 2001, franchement, près de 45 ans après, on se pose la question de savoir, mais dans quel monde on vit? Donc, c'est du même au même. Très franchement, moi, ça peut paraître un peu, je me dis très sincèrement que ce régime se fout des gens, se fout des Congolais. Mais pourtant, oui. Mais à l'inverse, vous me permettez de terminer, à l'inverse, quand effectivement vous essayez de regarder, disons, le profil de la personne, mais il répond parfaitement aux ambitions personnelles et familiales, disons, du pouvoir. Clairement, je pense que personne ne s'est pas trompé. Mais les ambitions, oui, Félix, vous parlez des ambitions du pouvoir. Lesquels exactement? À quoi faites-vous allusion? Mais très sincèrement, M. Perrin, pour ne pas tourner autour du pot, on voit tous que, disons, M. Sassou Nguesso est dans la dernière ligne droite. Je pense que ce n'est un secret pour personne. Et que, puisqu'il est dans la dernière ligne droite, il faut effectivement qu'il pense à la situation d'après. Puisque nous savons quand même qu'il veut continuer, disons, à gouverner ce pays jusqu'à outre-tombe. Voilà. Et donc, de ce point de vue, ne tournons pas autour du pot, il pense effectivement, disons, à se faire, disons, succéder par son fiston. Ce n'est un secret pour personne. De toute façon, tout le monde le sait. Les médias, certains médias en ont parlé. Donc, non. C'est vraiment cela. Et ce n'est pas un hasard. Quand vous regardez M. Kouliné Makosso, vous voyez quand même que c'est en même temps un proche de madame, un proche du fiston. Et donc, voilà à peu près, je vais dire, disons, les éléments qui ont déterminé sa nomination à ce poste-là. Et vous rappelez quand même, hein, je ne sais pas si les Congolais, disons, s'en rappellent, mais lors de la présentation de l'ouvrage, permettez, disons, pour le moins ridicule, du jeune fiston, vous vous rappelez l'intitulé certainement, ce que je crois, M. Kouliné Makosso était à ses côtés. Et je me rappelle quand même de cette phrase du fils providentiel faisant la remarque suivante aux Congolais, il faut laisser ces histoires de jalousie, ça ne rapporte rien. Franchement, on se pose la question de savoir, mais jalousie de quoi? Par rapport à quoi? Tout ce qui fait quand même la personnalité, disons, du fiston, c'est que il s'est enrichi sur le dos des Congolais. Donc, ça veut dire que dans son esprit, il considère que piller massivement son pays comme il l'a fait, c'est un exploit et que les Congolais doivent lui envier. En dehors de cela, c'est quoi? Oui, quand même, je veux dire, quand nous parlons en termes de valeurs, oui, quand même que là, franchement, je pense qu'on est dans l'inversion des valeurs. Monsieur Kouliné Makosso est à côté du jeune homme qui présente effectivement, disons, ce que je crois,
Et quand on lui pose la question, il dit que non, ben, il faut laisser la jalousie. Donc, il considère que d'avoir réussi à piller massivement, disons, son pays est un exploit que les Congolais lui ont dit. Tout est dit là. Oui. Donc, voilà, ça ne se trouve pas l'équivoque. Monsieur le nouveau Premier ministre est effectivement, disons, en phase avec cette ambition-là. Il est en phase avec le fiston providentiel. Il est en phase avec le dépouillement des Congolais. Ça ne se trouve pas d'équivoque. Et je pense que tu disais que c'est de notoriété publique parce que tout juste après la formation du gouvernement, vous avez suivi l'avocat, Maître Bourdon, qui a parlé, et puis la réplique qui était celle de notre ogre de la communication, effectivement, je vais dire fantaisiste, pour dire que la nomination est due effectivement à ses exploits. Donc, oui, Félix, dans tous les cas, au-delà des ambitions de succession, d'accord, mais même si c'est dans le cadre, par exemple, dans l'objectif d'assurer la succession, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso par son fils, là encore, il faut qu'Anatole Collinet puisse convaincre les Congolais. Cela veut dire qu'il lui faut une carrure pour bien conduire à bon port, bien entendu, ce gouvernement et les objectifs qui ont été fixés, sachant, comme l'on l'a dit tout à l'heure, que le pays est en crise. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment la carrure et qu'il pourrait incarner l'espoir ou combler les attentes des Congolais? Monsieur Perron, c'est un logique. Au moins 10 ans à propos de M. Mwamba, on aurait dû penser, d'ailleurs, ce que la plupart des gens avaient pensé, que, effectivement, son profil économique son profil de formation, donc d'économiste, pouvait faire l'affaire. Ça n'a rien donné. Quand on essaie de voir, disons, M. Collinet Makosso, je respecte son cursus, en quoi, effectivement, l'espoir qui avait été fondé sur lui dans les ministères qu'il a occupés auparavant ont été satisfaits. Si je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, il a été à la jeunesse, il a été, disons, à l'école primaire, disons, secondaire, etc. En quoi ça a été satisfait? Parce que, le fait que, finalement, la bêtise ait pris plus de place que le reste dans notre pays, on se pose les questions essentielles, normalement, dans la logique des choses. Quand effectivement on doit nommer quelqu'un, on essaie de faire le bilan de ce qui a été bien, ce qui a été positif dans les ministères qu'il a occupés auparavant. Très sincèrement, quand on voit l'état de l'école aujourd'hui, l'état de l'école, je ne sais pas si j'ai entendu comme ça dans un débat congolais, quelqu'un qui était en train de parler des nouveaux classements, disons internationaux, pour dire que, oui, le Congo a tel niveau. Non. C'est au niveau de l'accès à l'enseignement. Je ne sais pas pourquoi, disons, les Congolais ont pris cette manière, disons, de cafouiller. Le Congo, on le place à un niveau élevé sur l'accès à l'école. Donc, ça, c'est du classique. L'école est ouverte au cours, mais c'est au niveau de la qualité. Et au niveau de la qualité de l'école, nous sommes parmi les derniers. Parmi les derniers. Et donc, c'est le bilan de M. Makosso. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc, non. Je pense très honnêtement qu'il n'y a aucun individu sérieusement qui peut sérieusement soutenir que, effectivement, à n'importe quel point sur lequel, effectivement, l'on peut tenter d'apprécier M. Makosso. Il répond effectivement, disons, aux objectifs, aux enjeux et aux urgences actuelles du Congo. Donc, je pense que ça ne s'ouvre pas d'équivoque là. Nous avons également entendu dire d'Anatole Collinet, il plaçait son action sur la restauration de l'autorité de l'État. Mais l'on constate que dans son gouvernement, c'est-à-dire dans son équipe, il y a pratiquement 80% des ministres qui ont été reconduits et parmi eux, des ministres qui traînent mais vraiment les casseroles au niveau international, dans les affaires de corruption, etc. Mais en plus, l'entrée en scène de celui que d'autres commencent à appeler d'ailleurs par Al Capone, donc le fils du tyran Denis Sassou Nguesso, il s'agit de Denis Christel Sassou Nguesso, qui va tenir le ministère de la coopération internationale. Est-ce que Anatole Collinet pourrait avoir les outils nécessaires pour asseoir sa politique, la restauration de l'autorité de l'État? Monsieur Perron, au niveau où nous sommes, enfin, je pense, mais nous le disons pour nos compatriotes, je pense qu'on est déjà habitué à ce genre de promesses. On est habitué à ce genre de promesses où, en fait, je vais dire en une phrase, on peut tout simplement dire que le pouvoir de Brazzaville insulte la raison et l'intelligence, disons, des Congolais. Que de motions, que de slogans, que de promesses, tous déçus. Moi, je ne veux même pas le rappeler, disons, nous connaissons matière agricole, autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, ils ont comme argument, non, pendant 5 ans, ils n'ont pas été aux affaires dans ce reste-là, une école, un chat, etc. Les promesses, on a beaucoup. Là, nous étions en train de parler de la corruption. Je dis que dès 79,
M. Sassou Nguesso disait clairement que, juillet 109, il disait clairement que si quelqu'un détourne l'argent public, que personne ne le protégera. Et que là, nous sommes là, disons, à la répétition, disons, du même slogan. Et il l'avait déjà fait 3 ans auparavant, disons, dans un discours de fin d'année, je pense, en l'année 2017 ou 2018. Donc, honnêtement, je pense que ça, c'est... Mais je ne sais même pas plus que même au niveau de la communauté internationale, ça ne trompe plus personne. Donc, ça ne répond pas. Mais il faut bien dire ceci. Monsieur Makosso n'est que, je vais dire, disons, un symptôme du système politique congolais. Et c'est pour ça, justement, qu'il ne faut pas se laisser avoir. Hein. Si on doit faire une analyse, je veux dire, rigoureuse et systémique, on peut dire, écoutez, c'est un non-événement. Parce qu'en réalité, le système politique, disons, congolais, incarné par M. Sassou Nguesso, reste égal à lui-même. Quelles que soient les critiques qu'on a fait, vous les retrouvez là dans cette nomination, y compris dans la formation du gouvernement. Vous regardez, nous disons le plus souvent que c'est un régime fortement personnalisé. Fortement personnalisé. C'est pas la première fois qu'on le dit. Et chaque fois qu'on fait une analyse, on dit que c'est fortement personnalisé. Ça répond à ce critère-là. Quand on dit fortement personnalisé, ça veut dire que c'est pas l'institution en tant que telle qui compte. Ce qui compte, c'est uniquement tenir compte, disons, des besoins, des caprices et, disons, je vais dire, en gros, donc, de la psychologie de celui qui gouverne. Là, sur ce point, c'est vraiment, je vais dire, disons, M. Sassou Nguesso et son système restent effectivement égal à lui-même. Mais également, quand vous regardez les nominations, disons, telles qu'elles ont été faites à l'intérieur, je pense que le petit embarras pour M. Sassou Nguesso a été celui-ci. Au fond, pour lui, ça, ce n'était qu'une formalité, je veux dire, disons, son élection, entre guillemets, ce n'était qu'une formalité. Mais en même temps, il parlait et il sait ce qui était attendu, qui s'est dit, vous voyez quand même que entre le moment où il a prêté serment et la nomination du Premier ministre, c'est passé quand même plus d'1 mois, pour ne pas dire c'est passé 2 mois. En fait, il ne considérait pas qu'il y avait, disons, une urgence, qu'il y avait une importance à cette question. Mais il s'est quand même dit que, oui, les gens attendent, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est un peu malgré lui qu'il a essayé, donc, effectivement, d'en écarter quelques-uns, et pour effectivement en nommer d'autres. C'est-à-dire, je pense, si j'ai bien compris, il y a 7 qu'il a écartés. Et puis, il y a 11, plus 1, qui est entré, disons, il y a 2 jours. Bon, donc, ça montre qu'en réalité, il est dans la continuité, il est égal à lui-même, comme je disais. Et donc, je veux dire, ce n'est pas, disons, en regardant qui a été nommé ici et là qu'on va voir le problème. En réalité, ça, franchement, ça ne le préoccupe pas. C'est pas son intérêt. Sa grande préoccupation. Est-ce que dans le même temps, puisque vous parlez des nominations avec les 11 entrées, et puis les gens se sont étonnés d'ailleurs de la rapidité de la nomination de cette équipe, 2 jours à peine que le Premier ministre venait d'être nommé, les gens se sont posé la question à quel moment Anatole Koliné Makosso a mené les négociations avec les autres membres du gouvernement. Est-ce qu'on peut penser que c'est une équipe qui lui a été imposée? Ça ne peut pas être autre chose, M. Perrin. Peut-être que l'historique, disons, de nos premiers ministres sous M. Sassou Nguesso permettrait de nous éclairer un peu plus. M. Sassou Nguesso, un peu comme tout dictateur, a du mal à cohabiter avec un Premier ministre. Si vous prenez son Premier ministre quand il arrive au pouvoir, c'est M. Louis-Sylvain Ngoma, en 79. En 84, il doit partir et M. Louis-Sylvain Ngoma était Premier ministre chef du gouvernement. Il en a eu marre. Ça dit que, franchement, il pensait qu'il n'avait pas suffisamment de pouvoir alors qu'il en avait déjà trop. Je vais parler, disons, de M. Sassou Nguesso lui-même. Qu'est-ce qu'il fait donc, effectivement, après la nomination de M. Après donc la fin, disons, du règne de M. Louis-Sylvain Ngoma, c'est-à-dire 5 ans après, il nomme un nouveau Premier ministre, mais en modifiant le statut du Premier ministre. Il était Premier ministre et non plus chef du gouvernement. Modification dans la Constitution en 1984. Oui. Donc, pour dire que, alors que du point de vue de l'observation objective et, je vais dire, pratiquement générale, il en avait trop, mais il trouvait qu'il n'en avait pas trop. Il fallait que, disons, le nouveau Premier ministre, à la personne de M. Pungui, soit uniquement un commis, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait que exécuter ce qu'il lui demandait. Donc, il devait lui enlever la qualité, donc, effectivement, de chef du gouvernement. Vous voyez donc. Et puis, voilà, une fois qu'effectivement, monsieur, disons, Pungui également est resté ces 5 ans, il le dégage, effectivement, parce que je ne vais pas aller chercher ailleurs que les aveux, ou plutôt les dénonciations que fait monsieur Pungui lui-même à la conférence nationale. Il a avalé des couleuvres. C'est lui-même qui le dit à la conférence nationale pour tous ceux qui l'ont suivi. Il dit ce dont il a souffert, que, franchement, écoutez, entre autres anecdotes, il raconte celle-ci, que oui, le président, avant d'aller se reposer dans le nord du pays, il demande qu'il y ait 1 milliard. Et quand il y arrive au bout de 3-4 jours, il dit qu'il faut qu'il lui envoie encore 1 autre milliard. C'est M. Pungui qui le raconte à la conférence nationale et qui dit qu'il était estomaqué. Il s'est dit, mais enfin, comment est-ce qu'il peut avoir dépensé 1 milliard en 3 jours? Pour lui ajouter encore, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut acheter, disons, dans son petit village d'Oyo? Vous voyez? Donc ça, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres.
Vous remarquez que, en fait, il n'en a pas monopole. Je dis bien que les dictateurs ont du mal à vivre en cohabitation avec les premiers ministres. Si vous prenez, disons, le cas du pays voisin, dont, je vais dire, disons, le président vient d'être tué, je veux parler du Tchad, vous l'avez compris. Ben, lui, en 30 ans, il a eu 17 ministres au total. C'est-à-dire que la moyenne de vie d'un premier ministre, c'était 1 an et demi. Il y a même des premiers ministres qui n'ont vécu que 3 jours, parfois, disons, 4-5 mois, ainsi de suite. Et puis, à la fin, il a décidé, lui également, que, ben oui, je n'ai plus besoin de prendre. En 2018, il a éliminé le poste. Oui. Donc, c'est ce qui se passe avec M. Sassou Nguesso. Donc, quand M. Pungi s'en va pour effectivement l'avènement de la démocratie, je vais dire, disons, nous sommes là à la fin des années 90. M. Sassou Nguesso nomme un autre Premier ministre, en la personne de M. Souplati Poiti, qui va prendre prétexte, disons, d'une maladie en France, et puis carrément c'est la poudre d'escampette. Pour ceux de nos compatriotes qui disent souvent qu'au Congo on ne démissionne pas, M. Souplati Poiti a pris la poudre d'escampette. Oui. Et quand il revient après, je vais dire, son coup d'État de 97, tout est clair. Il n'a plus nommé de Premier ministre. Il n'avait plus nommé de Premier ministre. Monsieur, dont on disait que ben, c'était effectivement le Premier ministre de fait, donc M. Mvouba, était là, mais je veux dire, formellement, il n'était pas Premier ministre. Donc vous montrez quand même, c'est-à-dire vous voyez quand même qu'il a du mal à cohabiter avec un Premier ministre, parce que le Premier ministre au sein de l'exécutif, en même temps que c'est en quelque sorte l'aide du président, mais c'est également un petit contrepoids, je veux dire un petit contrepoids au sein de l'exécutif. Et donc, comment voulez-vous que dans un système dictatorial, le Premier ministre, disons, puisse coexister, c'est-à-dire puisse jouer le jeu normal d'un Premier ministre interpasse, c'est-à-dire d'un Premier ministre parmi tant d'autres. Vous voyez que c'est difficile. Donc, ce que l'on voit là, c'est tout simplement que, en fait, pour M. Sassou Nguesso, le Premier ministre, c'est uniquement un exécutant, rien qu'un exécutant. Et quand il ne joue pas ce rôle-là, il n'a pas de raison d'être. Est-ce qu'on peut penser que Clément Mwamba a vécu, disons, le même traumatisme, qui ne supportait plus cette manière de faire où le président de la République s'accapare de tous les pouvoirs, mais gère tout, en un vrai despote? Monsieur Mwamba est suffisamment, disons, averti pour savoir que, en fait, c'était pour la forme qu'on avait pris. Donc, c'est pas sous cet angle qu'il aura, disons, avalé les couleuvres. Je pense que là où il a avalé les couleuvres, c'est dans, en quelque sorte, l'image que les gens pouvaient se faire de lui en se disant que c'est un économiste et que ben, la situation du Congo, quand est arrivée, était foncièrement économique et qu'on attendait effectivement, en quelque sorte, les décisions d'un Premier ministre qui est économiste. Moi, je pense que là où il a vécu, je veux dire, disons qu'il a dû vivre cela mal, c'est du point de vue du regard, effectivement, de la communauté financière internationale, mais également des observateurs avertis. Mais du point de vue de sa cohabitation avec M. Sassou Nguesso, je pense qu'il est suffisamment averti pour ne pas l'avoir vécu mal. Il savait exactement que c'était un rouage inutile, je vous dis bien inutile. Mais aussi tout simplement parce qu'il trouvait bien son compte, je vais dire, sous l'angle que vous imaginez, très facilement, qui est celui, effectivement, de se renflouer un peu les poches. Et donc, on peut penser que son échec sur les négociations avec le FMI est dû évidemment à ce manque de marge de manœuvre que... C'est dû particulièrement à la nature du système, je veux dire, disons, politique congolais, et je pense que tout le monde l'a compris. Nous avons vécu là un moment où il y a eu le plus de pillage, tout le monde le sait. Donc, de ce point de vue, je pense que, bon, Monsieur Mwamba ne pouvait prendre aucune décision. Ça, tout le monde le sait. On peut en parler uniquement pour en parler, mais je pense que tout le monde, bon, la preuve est là, il passait quand même 100 ans à dormir, nous le voyons tous. Donc, non, dans ce genre de système politique, je le répète, et je viens de faire un peu d'historique pour démontrer, disons, la vision qu'a effectivement le dictateur d'un premier ministre, c'est un rouage. Vraiment, c'est un rouage uniquement pour, je vais dire, disons, en quelque sorte, disons, s'occuper des affaires courantes, mais pas un poste à décision, ça c'est clair et net. Voilà. Monsieur Mwamba le savait. Oui, mais maintenant que le Congo est confronté à cette difficulté où le FMI exige, bien entendu, le respect des 48 mesures, on parle, en ce terme. Est-ce qu'il pourra laisser donc Anatole Koliné Makosso réussir sur ce point, puisque c'est un impératif aujourd'hui pour le Congo? Je me rappelle d'une phrase du général de Gaulle, en 58, quand il va devenir président de la République. Un journaliste interpelle et lui demande « Général, est-ce que vous allez respecter les libertés ?» Il avait 67 ans à ce moment-là, et il dit ceci, ce n'est pas à 67 ans que je vais devenir dictateur. Ce n'est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. C'est exactement comme ça qu'il répond. Très franchement, M. Perrin, est-ce que vous pensez que à 78 ans,
M. Sassou Nguesso peut commencer une carrière de bon gestionnaire ou de démocrate. Parce que la gestion économique, je veux dire ce qu'on appelle la transparence, la bonne gouvernance, c'est effectivement, disons, le reflet d'un démocrate, c'est-à-dire de quelqu'un qui gère bien. C'est-à-dire que ce que l'on appelle au plan politique la démocratie, au plan financier, ça s'appelle effectivement, disons, la bonne gouvernance. Est-ce que l'on peut rêver un seul instant qu'à 78 ans, M. Sassou Nguesso va devenir bon gestionnaire? Évidemment non. Évidemment non. Donc, je pense qu'on ne peut pas rêver cet angle-là. Son ambition est ailleurs et cette ambition se reflète effectivement dans la nomination de celui qu'on vient de voir. C'est uniquement pour commencer à préparer l'après-dictateur lui-même, c'est-à-dire, sa succession. Ce dont nous parlons là, c'est-à-dire donc, les enjeux économiques qui sont pourtant, d'acuité. C'est loin de ses préoccupations. Voilà, franchement. Donc en réalité, si j'ai bien compris, la nomination d'Anatole Koliné Makosso n'a rien à voir avec les attentes de la population congolaise, sinon de préparer la succession, disons, de Denis Sassou Nguesso par son fils, c'est cela? Moi, c'est la réponse que j'ai donnée à certains Français qui m'ont posé la question de savoir exactement qu'est-ce qui pouvait justifier cette nomination. Je leur ai dit cela. Je leur ai dit exactement ceci. Premièrement, ça répond effectivement, disons, à la proximité, ça répond à la fidélité, mais également, disons, à la soumission, c'est-à-dire quelqu'un qui, effectivement, ne lui fera pas des caprices ou le rappel institutionnel pour du supplément. Ça répond uniquement à cela. Mais en même temps, il faut quand même le souligner. Nous savons quand même que la guerre de succession était engagée au sein du clan au pouvoir depuis un certain temps. Donc là, c'est l'amorce du choix. Mais en même temps, ça va soulever des hostilités au sein du clan. Ce qui veut dire qu'à ce niveau, nous sommes quand même, comme dans toute guerre de succession, en quelque sorte, dans une situation qui peut nous surprendre. Pourquoi? Comment vont réagir ceux qui pensent également que après, M. Sassou Nguesso, ça devrait être eux? Parce que nous avons un problème dans ce pays. Tout individu qui s'enrichit massivement et illégalement pense que il a le pouvoir pour gouverner. C'est ça le problème, puisqu'il a multiplié, les milliardaires au sein de son camp. Ceux-là également pensent qu'ils ont le droit de commander. Pourquoi? Mais ils pensent qu'ils ont le droit de commander parce que c'est en étant au pouvoir qu'ils peuvent se sentir protégés. Vous voyez donc que si M. Sassou Nguesso pense à son fils pour la succession, c'est pas uniquement parce que c'est son fils, mais c'est également parce qu'il sait qu'il collectionne, les enquêtes et les procès à l'étranger. Et donc, la seule façon de le protéger pour que effectivement, il ne termine pas en tôle, c'est de garder le pouvoir. Mais c'est la même question que se posent également les membres du clan, parce qu'ils sont nombreux quand même, à être en compétition dans les mêmes affaires. Bon, donc, ceux-là également pensent que la seule façon, effectivement, de ne pas être poursuivi après, au niveau international, mais également au niveau national, c'est de rester au pouvoir. Donc, c'est quand même, une situation kafkaïenne. Et donc, voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, moi, je pense personnellement que M. Sassou Nguesso n'a pas toutes les clés. Il n'a pas toutes les clés parce que, autant, d'affaires à gérer au même moment, c'est pas évident. C'est vraiment ma lecture. Lorsqu'on suit Anatole Koliné Makosso s'exprimer sur la question de la longévité de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, alors il fait la comparaison avec Angela Merkel. C'est une façon probablement de dire qu'il est partisan du pouvoir à vie. Madame Angela Merkel avoir une longévité, au pouvoir, ça n'a pas d'égal avec la situation de M. Sassou Nguesso quand même, qui est aux affaires depuis 1977, il ne faut pas l'oublier. Depuis 1977, il est au sommet de l'État. Et à partir de 1979, il est carrément, le chef de l'État. Mais il faut bien le dire, 77, il était déjà au sommet de l'État. On peut même, repartir un peu avant, en 75, pour ceux qui ont bonne mémoire, Marien Ngouabi avait déjà commencé, à faire, le point autour de lui. Et il était déjà là, dans le petit groupe que Marien Ngouabi avait déjà constitué à partir de 75. Donc, effectivement, pour prendre, un petit groupe qui devait diriger avec lui. C'est-à-dire, à ce moment, à 75, il avait déjà exclu, M. Nyombi, le comité central du parti. Vous voyez. Donc, si on prend 75, jusqu'à maintenant, on enlève, les 5 années, du président Lissouba, vous voyez quand même qu'on approche les 50 ans, de règne de M. Sassou Nguesso. Puisqu'en réalité, c'est lui qui détenait l'essentiel du pouvoir. Marien Ngouabi lui avait fait totalement confiance. Donc, quand vous regardez cela, vous posez la question de savoir, dans sa tête, mais finalement,
ce qui était un rêve au départ est devenu une réalité. Quand nous discutons, disons, de la question de la démocratie, la question, disons, du mode de fonctionnement, c'est vraiment l'une de ses préoccupations. Voilà. Donc, Monsieur Collinet Makosso répond à l'idée que se fait Monsieur Sassou Nguesso de ce qui peut se passer après lui. Mais ce n'est pas non plus un hasard. Vous avez remarqué avec moi, on présente Monsieur Collinet Makosso comme écrivain, mais curieusement, tous ces écrits ressemblent effectivement, je vais dire, disons, aux écrits, voilà, il faut bien se rendre l'évidence, d'un bon courtisan, puisque tout ce qu'il a écrit, c'est relatif, effectivement, disons, à la légitimation, à la justification du pouvoir. Quel que soit ce ouvrage, je vais regarder les intitulés, j'en retiens pas beaucoup parce que, je vais dire, c'est choquant pour l'esprit, c'est choquant pour la raison. Mais regardez la plupart de ces écrits. C'est pour nier, disons, les disparus du beach. C'est pour justifier que, ben oui, voilà, la gestion... Il a parlé du génocide aussi, dont le pool, qui serait un génocide imaginaire. Tout ce qui s'écrit. À la limite, il peut dire, ben, en tout cas, mission réussie, parce que quand on a passé, je pense, 10, 15, 20 ans uniquement à écrire des ouvrages, disons, courtisans, c'est tout à fait normal quand on voit l'histoire de France qu'effectivement, ce genre, disons, de personnes espèrent effectivement arriver à la tête, je veux dire, disons, à la tête d'un gouvernement. Donc là, il peut dire mission réussie, mais mission réussie pour lui, pas pour les Congolais, c'est clair. Voilà. Donc, de ce point de vue, je pense que sa nomination répond au cheminement normal de quelqu'un qui a tout fait pour qu'effectivement il puisse attirer l'attention du chef pour être promu là où il faut. Je pense que de ce point de vue, il peut dire, en tout cas, j'ai réussi effectivement, disons, ma stratégie de courtisan. On ne peut pas l'appeler autrement. Voilà. Alors que, bon, nous savons tous, quand vous prenez par exemple le cas des disparus du beach, qu'aujourd'hui, l'affaire, disons, est aux mains, disons, des juridictions, je vais dire étrangères, non pas en France, mais en même temps, le pouvoir a déjà lui-même tenté de taire l'affaire, disons, en essayant donc effectivement de payer des dommages et intérêts aux familles, disons, des victimes. C'est quand même l'aveu de ce qui ne trompait personne, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien eu des disparus du bis, mais que lui considérait comme étant effectivement une simple, disons, imagination. Vu l'esprit. Il s'est exprimé également sur les prisonniers politiques, mais alors lui, il nie carrément qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Congo, ni des prisonniers d'opinion. Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement d'Anatole Collinet Makosso dans son action concernant bien entendu, sinon les solutions politiques, puisqu'il faut rappeler que le Congo court à une crise politique aiguë depuis l'élection présidentielle de 2016. J'espère que les Congolais comprennent effectivement pourquoi M. Mokoko doit rester effectivement en prison pour M. Sassou Nguesso. Puisque la grande mission de M. Sassou Nguesso, c'est de se faire succéder par son fils. Vous imaginez que lui ayant assis toute la légitimité du pouvoir, toute la légitimité de son pouvoir sur la force, sur l'armée, c'est doute qu'il ne faut pas qu'il y ait un homme de pointe dans l'armée qui gêne effectivement ce projet-là. Voilà, je pense, le problème de M. Mokoko. Quand, disons, M. Makosso dit que ce n'est pas un prisonnier politique, mais quel est l'objet de son emprisonnement entre nous? Il dit que c'est un prisonnier de droit commun. C'est ce qu'il dit. Et tout le monde sait ce que c'est qu'un prisonnier de droit commun. Il a volé quoi? Il a tué qui? C'est un prisonnier politique, puisque quand on essaie de prendre effectivement ce qui est officiellement annoncé par le tribunal, c'est quoi? Atteinte à la sûreté de l'État. C'est politique, ça. Ce n'est pas, je vais dire, disons, un crime de droit commun. Disons, atteinte à la sûreté de l'État, c'est politique. Qu'ils nous disent, donc, quand ils disent que c'est un prisonnier de droit commun, qu'ils disent effectivement le motif. Mais quand j'essaie de voir le motif invoqué par la justice elle-même, c'est pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est une affaire politique. Ça ne souffre pas d'équivoque. Donc là, nous sommes dans le solipsisme parfait, donc, effectivement, qui caractérise effectivement la plupart de tous ceux qui ont été avec M. Sassou Nguesso, parce que M. Sassou Nguesso, c'est cela. C'est essentiellement le solipsisme, c'est-à-dire que la vérité se passe dans sa tête. La vérité, ce qu'il veut lui. Et qu'il plaque, disons, auprès du monde entier comme étant effectivement la vérité, c'est-à-dire, je veux ceci, voilà donc effectivement ce que c'est que la vérité. Et tous ceux qui ont été autour de M. Sassou Nguesso, sans exception, ça je vous le dis. Moi, je passe beaucoup de temps à voir effectivement comment on raisonne, comment parlent tous ceux qui ont été les proches collaborateurs de M. Sassou Nguesso. Tous baignent dans le solipsisme. C'est-à-dire qu'ils sont capables de vous dire, disons, du jus que c'est du whisky. Ils sont capables de vous dire d'une femme que c'est un homme. Et vous voyez ça chez M. Collinet Makosso. Enfin, c'est un juriste, me dit-on. Mais comment peut être juriste et puis dire que c'est un prisonnier de droit commun, sans nous dire exactement l'objet, effectivement, de son emprisonnement. Alors qu'officiellement, la justice elle-même dit que, il est, disons, incarcéré
pour atteindre la sûreté de l'État. La sûreté de l'État, c'est quoi? C'est une affaire politique. C'est une affaire politique, ce n'est pas une affaire de droit commun. Voilà, donc là, Félix, le temps qui nous est imparti touche pratiquement à sa fin. Ça sera probablement la dernière question. Il y a eu donc l'entrée en scène de celui que les Congolais commencent à appeler par Al Capone. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Il s'agit bien sûr de Denis Christel Sassou Nguesso, qui a fait son entrée dans le gouvernement, vous l'avez d'ailleurs rappelé, qui va donc gérer le ministère de la coopération internationale. Mais à côté, il y a un ministère des Affaires étrangères. Vous êtes aussi politologue, constitutionnaliste. Quelle est donc la différence entre ces deux ministères? C'est vrai qu'on a remarqué, par exemple, en France, il est arrivé qu'il y a un ministre des Affaires étrangères et ensuite un ministre de la coopération, parfois des Affaires européennes. Remarquez, moi je prends le cas, par exemple, de M. Baladu, quand il est arrivé, disons, en 1993, comme Premier ministre, disons, sous la cohabitation, la deuxième cohabitation avec M. Mitterrand, il y avait un ministre des Affaires étrangères et puis un ministre de la coopération. Je dis bien coopération, parce que là également, il y a un élément qui, juste là, je n'arrive pas à comprendre, puisque M. Denis Christel est ministre de la coopération internationale. Je ne sais pas honnêtement ce que c'est. La coopération, elle est toujours internationale. Elle n'est quand même pas de coopération interne. C'est autre chose. Voilà. Donc, au niveau de la qualification, je vais dire qu'il y a un problème, mais on sait ce que, je vais dire au moins dans son esprit, puisque je venais de le dire, chez lui, tout se passe dans sa tête. Ce qu'il veut, c'est tout simplement vouloir, premièrement, donner une envergure internationale, disons, à son fils, c'est-à-dire donc mettre, disons, son fils, disons, la main à l'étrier. Voilà ce qu'il veut en premier lieu. Donc, effectivement, l'accompagner chaque fois, disons, le mettre chaque fois dans sa mallette pour le montrer. Il l'avait déjà fait en fait, mais là, en droit, il faut effectivement qu'il l'accompagne. Mais c'est aussi pour le protéger contre effectivement des éventuelles poursuites, parce que je pense que les affaires s'accélèrent. Si je m'en tiens à ce qu'a dit le ministre, disons, l'avocat, disons, maître William Bourdon, bon, donc effectivement, c'est également pour le protéger. Voilà. Donc, je pense que quand on voit effectivement la façon dont M. Sassou Nguesso l'a précipité, ben, ça montre que là, effectivement, la situation s'accélère, c'est-à-dire il est en train, je veux dire, disons, d'aller un peu plus vite dans la satisfaction de ces ambitions-là. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Bon, maintenant, moi, je me suis posé la question de savoir exactement qu'est-ce que cela pouvait avoir comme effet, pas au niveau de ceux qui sont des fanatiques de M. Sassou Nguesso, mais au niveau, je veux dire, disons, des observateurs ou des partenaires du Congo. Et notamment, principalement, vous voyez donc le Fonds monétaire international. Puisque, justement, la question du Congo, c'est une question de crédibilité. Oui, c'est une question de crédibilité financière. Tous les institutions financières internationales savent que M. Denis Christel Sassou est un homme à casserole. Et que c'est celui-là qu'on va effectivement, disons, hisser, qu'on va donc promettre, disons, au niveau du gouvernement, à un moment où, effectivement, disons, le Congo est dans les pires difficultés. Vous voyez? Donc, quand nous étions en train de parler au départ, disons, disons de l'incongruité, disons, des nominations et, disons, du pouvoir en place, je pense que rien que cette nomination résume la situation. Voilà, la nomination de M. disons, Sassou Fils résume effectivement cette incongruité, mais également, je vais dire, disons, le dédain qu'on a pour le peuple et pour le Congo, je vais dire les attentes du Congo. Quand on veut effectivement résoudre un problème qui aujourd'hui, quand on parle du Congo au niveau de la sécurité financière internationale, c'est le manque, disons, de crédibilité. Et qu'on assure la promotion de celui qui illustre également les mots du Congo. Que franchement, on en tire, disons, quelles conséquences. Voilà. Mais en même temps, ça montre que le Premier ministre, quel qu'il soit, en l'occurrence M. Makosso, c'est dire le contraire, puisqu'effectivement, il a accompagné, je vais dire, disons, le fiston dans ces bêtises, vous me permettez l'expression, puis je disais qu'il l'a accompagné au moment de la publicité pour son ouvrage. Bon, donc c'est le fait que, en fait, ce qu'on attend du Premier ministre, c'est pas effectivement de tenter d'élever la voix ou, disons, de rationaliser les choses comme il a prétendu, effectivement, dans ce moment. C'est tout à fait le contraire. Mais enfin, ça, je pense que les Congolais en sont déjà habitués. Hein. On se moque d'eux, tout simplement.
Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Félix Bankunda Pelé. Je rappelle que vous êtes juriste, politologue et constitutionnaliste. Nous reviendrons vers vous toutes les fois que besoin sera. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous avez été vraiment aimable et merci de vous avoir donc compté parmi nos followers. Et on se retrouve donc prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.